Voici ce qui est ressorti concernant la manière dont les États-Unis, sous l'administration Trump, vont mener leur politique étrangère. L'Iran en est un très bon exemple. Ils affirment vouloir une action militaire en Iran rapide et décisive. Pas de semaines ou de mois d'enlisement. C'est bombarder, 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 frapper, 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 et obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, bien sûr, un changement de régime, le rêve de Rubio. Mais il y a beaucoup de soutien populaire en Iran pour le gouvernement. Je veux dire, voici quelques-unes des photos. D'immenses manifestations, d'immenses rassemblements dans les rues, combinés au fait que l'Iran a effectivement la capacité de se défendre. Il dispose effectivement d'un vaste système de missiles balistiques, dont tous les pays de la région, ainsi qu'Israël, ont très peur. Et je crois que les États-Unis s'en sont également beaucoup inquiétés. Il y a des compromis à faire avec cette approche de choc et effroi visant à obtenir ce que nous voulons le plus rapidement possible. Le monde n'est plus vraiment dans cette logique. Nous parlons de l'Iran, mais nous pourrions aussi parler du Venezuela. Une autre opération très terrible, mais qui n'a pas vraiment porté les fruits du succès. Si l'on se met dans la tête de Rubio, je ne pense pas que ce soit le résultat idéal. Oui, eh bien, je serai un peu prudent avant de dire cela. Je veux dire, vous avez dit que ce n'était pas fini. Donc je ne dis pas que c'est ce que vous affirmez, mais certaines personnes disent, vous savez, la fenêtre est passée et Trump ne va pas bombarder l'Iran à nouveau. Je serai très prudent à ce sujet, car nous savons aussi qu'une partie de la stratégie de Trump repose sur cette approche fou à la Nixon. Il veut que le monde le prenne pour un fou, ce qu'il est, d'une certaine manière. Ce n'est pas seulement une mise en scène, c'est son imprévisibilité, la nature chaotique de tout cela. N'oublions pas, Mark Ames l'a souligné sur Twitter, et c'est un très bon point, que lorsque Trump a bombardé l'Iran pour la première fois, en fait, je retire ça. Quand Israël a bombardé l'Iran l'année dernière, déclenchant cette guerre, et que Trump a ensuite bombardé l'Iran après qu'Israël l'eut fait pendant plusieurs jours, n'oublions pas, c'est Israël qui a commencé cette guerre. Et quand cela s'est produit, Trump était encore, techniquement, en pourparlers de paix, ou peu importe comment on veut les appeler, en négociation avec l'Iran. Donc, pour revenir quelques années en arrière, après que l'administration Obama a imposé ses sanctions très agressives et illégales contre l'Iran afin de le forcer à venir à la table des négociations et à signer l'accord sur le nucléaire iranien, le plan d'action global commun, ou JCPOA. Cet accord a été inscrit dans le droit international. Et ce n'était pas seulement un accord entre les États-Unis et l'Iran. C'était un accord international qui incluait les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ainsi que l'Allemagne, le P5+1 et l'Union européenne. Ils ont tous signé l'accord, puis l'administration Obama a permis qu'il soit inscrit dans le droit international par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, que les États-Unis n'ont pas opposée par un veto. Ainsi, l'accord sur le nucléaire iranien a été inscrit dans le droit international. Trump est arrivé pendant son premier mandat et en 2018, il a unilatéralement et illégalement déchiré l'accord sur le nucléaire iranien et réimposé des sanctions contre l'Iran, à nouveau en violation du droit international. Cela a provoqué bon nombre des problèmes économiques que nous observons aujourd'hui en Iran. Depuis, l'administration Trump a affirmé, d'abord, puis à nouveau plus tard, vouloir négocier un nouvel accord avec l'Iran. L'année dernière, l'administration Trump a mené plusieurs séries de négociations, peut-être 5 ou 6, avec l'Iran. Et puis, sans prévenir, Israël a commencé à bombarder l'Iran avec le feu vert de l'administration Trump. C'est ce qu'ont rapporté les médias américains, que Trump avait personnellement donné à Netanyahou le feu vert. Puis, après plusieurs jours de bombardements israéliens,
Trump a également bombardé l'Iran. Il est donc très possible que ce que nous voyons aujourd'hui fasse partie d'une stratégie plus large, dans laquelle Trump dit, vous savez, je ne doute pas, comme nous l'avons dit plus tôt, que l'Iran ait établi une capacité de dissuasion. Et une partie de la raison pour laquelle Trump n'a pas poursuivi les bombardements tient à la crainte que l'Iran puisse riposter. Il y a certainement de nombreux intérêts américains dans la région que l'Iran pourrait frapper. Je ne doute pas que ce soit un facteur ici, mais un autre élément à garder à l'esprit est que cela pourrait faire partie d'une autre stratégie dans laquelle les États-Unis disent « D'accord, nous n'allons pas bombarder pour le moment ». Et puis l'Iran. Les États-Unis pensent que l'Iran va baisser sa garde, qu'il ne sera pas aussi préparé qu'il l'était pour cette attaque américaine. Et ensuite, qui sait, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 1 mois ou même 1 an, Trump pourrait soudainement bombarder à nouveau l'Iran. Il est donc très difficile de prévoir. Cela fait partie de la stratégie de Trump, n'est-ce pas? Cette imprévisibilité. Je pense effectivement que, encore une fois, notre analyse est juste, comme d'autres l'ont également souligné, à savoir que l'Iran, à court terme, a établi une dissuasion. Mais je resterai tout de même très prudent avant d'affirmer que c'est la fin. Vous l'avez vous-même dit, ce n'est évidemment pas la fin. Oh, et simplement avec la politique que nous décrivons. Ben, cette idée qu'il faut aller aussi vite et aussi fort que possible pour obtenir ce que l'on veut, ça ne va souvent pas se passer comme ça. Je veux dire, ça ne se passera probablement jamais comme ça avec l'Iran, où tu n'as que quelques jours. On ne peut pas faire ça en 1 jour ou en moins d'1 semaine. C'est ce que Trump veut, renverser l'Iran en moins de temps que la guerre de 12 jours. Je pense que c'est exactement ce qu'ils avaient en tête. Parce que, en 12 jours, les défenses aériennes étaient épuisées et l'Iran avait encore de la puissance de feu. Donc, c'était pas une bonne chose. Cela aurait conduit à une escalade encore plus importante. Bon sang, on pourrait en reparler la semaine prochaine, dans 1 semaine, en train de se préparer à nouveau. Il y a des destroyers qui se déplacent dans la région. Ils déplacent ces actifs. Je crois vraiment que les États-Unis et Israël veulent réessayer, peut-être tous les 6 mois. Nous avons également eu de nouveaux développements, comme l'Iran capable de brouiller Starlink, ce qui a choqué beaucoup de gens. Lorsque l'Iran a fermé son espace aérien, le premier avion à y entrer, après sa réouverture, était un avion cargo chinois. Il y avait donc beaucoup de signaux, je pense, envoyés aux États-Unis, et peut-être aussi des informations. Je crois, depuis le tout début, que les États-Unis ne se contentaient pas de mener des opérations de renseignement, mais communiquaient probablement par des canaux discrets avec l'Iran. Je suis sûr qu'ils discutaient de ce qui allait se passer ici. J'ai vu des rapports en ligne et je n'ai pas pu les confirmer de manière indépendante. Mais apparemment, l'Iran aurait obtenu cette technologie de brouillage de Starlink auprès de la Russie. Parce que bien sûr, nous savons que le Starlink d'Elon Musk a été très actif dans la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, Starlink a également été actif au Venezuela, donc dans tous ces pays où les États-Unis sèment le chaos et la guerre. En Ukraine, Starlink aidait l'armée ukrainienne, un atout très important pour elle dans cette guerre par procuration contre la Russie. La technologie Starlink a également été fournie aux comploteurs du coup d'État vénézuélien, y compris Maria Corina Machado. Nous le savons parce qu'elle l'a elle-même admis. J'en ai parlé dans certaines des vidéos que j'ai faites. Machado a accordé une interview à Trump Jr., le fils de Trump, dans son émission sur Rumble. Il y a eu un extrait célèbre de cette interview. C'était au début de l'année dernière, avant que Trump n'envahisse le Venezuela. Dans l'interview, Machado a déclaré de manière célèbre qu'elle voulait privatiser tout le pétrole et les autres actifs du Venezuela et les vendre à des entreprises américaines.
Elle a dit que les investisseurs américains gagneraient beaucoup d'argent. Mais dans cette même interview, Machado a également remercié personnellement Elon Musk de lui avoir fourni, ainsi qu'à d'autres dirigeants du coup d'État comme elle, des centaines d'appareils Starlink à utiliser dans leur tentative de renverser Maduro. Et maintenant, bien sûr, nous avons vu de nombreux rapports. Ce n'est pas la première fois, cela remonte à quelques années, que Musk fournissait la technologie Starlink à ses soi-disant révolutionnaires de couleur, les comploteurs de changement de régime et les émeutiers en Iran qui tentaient de renverser le gouvernement iranien. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu des rapports indiquant que l'Iran avait réussi à bloquer cette technologie en utilisant des systèmes russes. Nous savons que l'Iran a pu les bloquer. Cela a été largement rapporté. Nous ne savons pas exactement d'où cela vient, mais j'ai vu des rapports affirmant que cela venait de la Russie. Cela est donc également lié au partenariat croissant entre l'Iran et la Russie, ainsi qu'entre l'Iran et la Chine. L'Iran est désormais membre à part entière des BRICS. Il y a maintenant 10 membres à part entière, ainsi qu'une douzaine de pays partenaires. L'Iran est également membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés de la Chine et de la Russie. Ils coordonnent donc manifestement leurs actions de manière plus étroite. Ils collaborent clairement sur les questions de sécurité et s'opposent à ce type de révolution de couleur soutenue par l'Occident et aux tentatives de changement de régime. Toutes ces questions sont liées. Et bien sûr, l'Iran et le Venezuela ont été des partenaires très proches, et l'Iran a apporté un important soutien au Venezuela, notamment sur les plans économiques et technologiques, car l'Iran, comme le Venezuela, est un grand producteur de pétrole. L'Iran souffre de sanctions américaines illégales depuis la révolution de 1969. Comme le pays est soumis à ces sanctions depuis si longtemps, cela a évidemment nui à l'économie iranienne et contribué à des taux d'inflation très élevés. Il est très difficile pour l'Iran d'obtenir des devises étrangères dont il aurait besoin pour stabiliser sa propre monnaie par une intervention de la Banque centrale sur le marché des changes. Il est également difficile pour l'Iran de commercer, ce qui tend à entraîner des déficits du compte courant et de la balance commerciale avec le reste du monde, car d'autres pays craignent des sanctions secondaires lorsqu'ils achètent des produits iraniens. Et Trump parle désormais ouvertement d'ajouter davantage de sanctions secondaires, y compris par le biais de tarifs douaniers. Il a déclaré qu'il allait imposer un tarif de 25% à tout pays commerçant avec l'Iran, ce qui revient essentiellement à une forme de blocus économique qu'il tente d'imposer contre l'Iran, similaire au blocus contre Cuba, où les États-Unis menacent de sanctions secondaires les gouvernements étrangers, les entreprises et les institutions financières qui font affaire avec Cuba. Ces questions sont donc toutes liées, bien sûr. Mais pour en revenir au Venezuela, le Venezuela est un important exportateur de pétrole depuis plus de 100 ans. C'est un État pétrolier, et cela bien avant même la naissance d'Hugo Chavez. Le Venezuela a toujours été un État pétrolier, mais depuis ses débuts, l'industrie pétrolière vénézuélienne a dépendu de la technologie des entreprises américaines et dans une moindre mesure européenne. Le Venezuela est un pays du Sud global relativement petit, environ 30 millions d'habitants. Il n'a pas la capacité de créer l'infrastructure de forage et les autres biens d'équipement nécessaires pour réellement extraire le pétrole du sol. Le Venezuela a été un grand exportateur de pétrole, mais il ne produit pas lui-même toute cette technologie. Très peu de pays le font. Un pays qui dispose de sa propre technologie nationale, parce qu'il est sous sanction depuis si longtemps et qu'il compte plus de 90 millions d'habitants,
c'est l'Iran. L'Iran a réussi à développer une partie de cette technologie et à la partager avec le Venezuela. Ainsi, tandis que les États-Unis imposaient des sanctions au Venezuela à partir de 2015 sous Obama, puis lors du premier mandat de Trump en 2017 et de nouveau en 2019, Trump a imposé des sanctions très agressives contre le Venezuela, culminant en 2019 avec la tentative de coup d'État de la première administration Trump au Venezuela. Lorsque Trump a reconnu ce politicien d'opposition de droite peu connu, le pantin américain Juan Guaidó, comme le soi-disant président intérimaire. Et puis Trump a imposé un embargo économique au Venezuela en août 2019. Je m'en souviens, j'étais là à ce moment-là. Cet embargo était directement calqué sur celui des États-Unis contre Cuba. Donc vous savez, ces mêmes tactiques que l'Empire américain utilise contre Cuba depuis la Révolution de 1959, contre l'Iran depuis la Révolution de 1969 et contre le Venezuela depuis la Révolution bolivarienne de 1999. Ce sont les mêmes tactiques que les États-Unis répètent. Il est donc logique que ces pays ciblés par l'Empire américain aient étroitement coordonné leurs actions. L'Iran, en plus du soutien qu'il a apporté à la lutte de libération palestinienne contre le colonialisme israélien et à d'autres mouvements de résistance et groupes anti-impérialistes à travers l'Asie occidentale et le Moyen-Orient. L'Iran a soutenu des mouvements de résistance en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. De même, l'Iran a apporté un soutien considérable aux mouvements révolutionnaires en Amérique latine. J'ai passé beaucoup de temps à vivre en Amérique latine, et les mouvements révolutionnaires de gauche y ont une vision très positive de l'Iran. Même si, évidemment, sur le plan idéologique, ce sont des mouvements très différents, ils partagent en même temps de nombreuses similitudes. On peut considérer la révolution iranienne comme s'inscrivant dans la lignée des luttes de libération nationale anticolonialistes du Sud global, la révolution algérienne, les luttes de libération en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, les révolutions à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela, ainsi que les révolutions au Vietnam et en Corée. Il y a eu tous ces mouvements révolutionnaires dans le Sud global qui luttaient contre le colonialisme occidental. Peu d'entre eux étaient communistes ou socialistes, mais certains l'étaient. Beaucoup l'étaient, et d'autres étaient simplement des mouvements nationalistes. L'Iran est très similaire à cela. C'est une sorte de mouvement nationaliste anticolonial du Sud global. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir que l'Iran a manifesté autant de solidarité avec d'autres luttes de libération nationale et mouvements anticoloniaux à travers le monde. Ainsi, lorsque les États-Unis s'en prennent au Venezuela et à l'Iran, cela fait partie de cette offensive impérialiste plus large contre le Sud global et contre les luttes de libération nationale anticoloniale. Tout comme vous savez, les États-Unis ont assassiné le fondateur de la République démocratique du Congo, le tout premier dirigeant démocratiquement élu du Congo. Et puis, les États-Unis et la Belgique, les services de renseignement belges, ont dissous son corps, et tout ce qu'il en restait, c'était ses dents. Il s'agit de Patrice Lumumba, le père fondateur de la RDC. Et ensuite, vous savez, on peut regarder chaque pays du Sud global qui a connu ce type de lutte révolutionnaire. Les États-Unis et les puissances impériales européennes ont constamment mené des attaques contre tous ces mouvements d'indépendance. Et vous savez, aujourd'hui, l'Europe est très affaiblie par rapport à ce qu'elle était au milieu du XXe siècle. Et les États-Unis, maintenant, suivent les traces des empires coloniaux européens. Ainsi, l'Iran a toujours été, vous savez, une épine dans le flanc de l'impérialisme occidental depuis la Révolution. Voici ce qui s'est passé lorsque les frappes n'ont pas eu lieu contre l'Iran. L'administration Trump a dit « D'accord, eh bien, imposons des sanctions, non seulement contre, vous savez, les personnes très en vue qui dirigent la politique de sécurité nationale iranienne,
mais aussi contre, vous savez, les réseaux bancaires parallèles et en gros, tout commerce de pétrole. C'est cela qu'ils visent, le pétrole. Et vous savez, ils font la même chose avec le Venezuela. Ils saisissent des pétroliers. Il y a toujours un blocus contre le Venezuela, malgré un allègement partiel des sanctions dans les rues du pays. Un nombre immense de personnes, vous savez, descendent dans la rue chaque jour en criant « Libérez Maduro », mais aussi en poursuivant le processus. Et beaucoup de gens disent que Delcy Rodriguez est, vous savez, une agente secrète des États-Unis. Mais comme nous l'avons dit, la proposition de Delcy Rodriguez consiste à utiliser tout commerce, tout bénéfice issu du commerce avec les États-Unis, qui a légèrement augmenté depuis cet acte de guerre horrible contre le pays, pour financer les soins de santé, pour financer, vous savez, la poursuite du projet bolivarien. Oui, tu soulèves des points vraiment importants. Tout d'abord, si tu suis les réseaux sociaux vénézuéliens, il y a eu de nombreuses grandes marches en soutien à la révolution bolivarienne, en soutien au gouvernement et appelant à la libération de Maduro. Un autre point essentiel, et bien sûr, on ne voit jamais cela dans les médias américains, concerne Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. Maintenant, si tu connais Delcy et la famille Rodriguez, ainsi que son frère Jorge Rodriguez, qui est un important homme politique chaviste, c'est une famille révolutionnaire de longue date, ancrée à gauche. Leur père était un révolutionnaire socialiste dans un groupe militant, et il a été emprisonné, torturé et tué par un régime vénézuélien de droite allié aux États-Unis. Donc pour eux, ce n'est pas seulement une question d'idéologie. C'est aussi une question personnelle. Ils ont passé toute leur vie engagés dans cette lutte pour la souveraineté contre l'impérialisme américain. Et pour eux, il n'est pas question que, Delcy Rodriguez, qui est actuellement présidente par intérim, elle était vice-présidente sous Maduro. Et constitutionnellement, elle est la présidente par intérim. Son frère, Jorge Rodriguez, est également un homme politique chaviste important. L'idée qu'ils vont simplement trahir, abandonner la révolution et laisser les États-Unis contrôler le Venezuela est absurde. Ce que tu as mentionné est vrai. Cependant, il faut être pragmatique, surtout quand on est sous sanctions et sous siège. Les sanctions contre le Venezuela remontent en réalité à 2015 sous Obama, mais Trump les a intensifiées. Il a littéralement déclaré un embargo économique en 2019, comme celui imposé à Cuba. C'est un blocus économique. Et d'ailleurs, Trump a désormais étendu ce blocus à un blocus naval, comme nous l'avons vu. Dans ces conditions, quand on est un petit pays de 30 millions d'habitants, on ne peut pas simplement dire « allez vous faire voir, on va vous affronter ». Ce n'est tout simplement pas possible. Donc oui, Delcy comprend qu'elle doit être pragmatique, mais elle ne vend pas son pays aux États-Unis. J'explique cela dans une longue vidéo sur ma chaîne, mais pour résumer, le Venezuela est un État pétrolier depuis 100 ans. J'en ai déjà parlé, cela remonte bien avant la naissance d'Hugo Chavez. C'est un État pétrolier, et le fonctionnement du système était que le pays exportait du pétrole. Jusqu'en 1976, ce pétrole était exploité par des entreprises américaines. En 1976, le gouvernement vénézuélien a sur le papier nationalisé le pétrole. Mais la majeure partie de l'extraction était encore effectuée par des entreprises américaines, à qui des concessions avaient été accordées. Techniquement, le pétrole appartenait nationalement au peuple vénézuélien, mais les entreprises américaines continuaient à réaliser la majorité des bénéfices. Il existait une entreprise publique, PDVSA, mais ce n'était pas la principale force motrice du secteur pétrolier. Puis Hugo Chavez est arrivé au pouvoir à la suite d'élections démocratiques en 1998 et est devenu président en 1999. Il a lancé la révolution bolivarienne et en 2007, il a entièrement nationalisé l'industrie pétrolière.
Il a déclaré aux compagnies pétrolières étrangères qu'elles devraient partir à moins d'accepter de ne détenir qu'une petite participation minoritaire dans des projets majoritairement contrôlés par PDVSA, la compagnie pétrolière d'État. Certaines entreprises ont accepté, mais la plupart ont refusé, notamment ExxonMobil et ConocoPhillips. Alors il les a expulsés. Et c'est pour cela que Trump dit, vous savez, c'est notre pétrole, il appartient à nos entreprises. Si l'on regarde la production pétrolière du Venezuela, comme je l'ai montré dans cette vidéo que j'ai faite, elle restait très stable et très élevée sous Chavez. Le Venezuela bénéficiait aussi à cette époque de prix du pétrole très élevés sur le marché mondial, dans le cadre d'un super cycle des matières premières. Il y avait un grand boom. Mais ensuite, en 2015, Chavez est mort en 2013. Maduro a remporté l'élection la même année et est devenu président. En 2015, Obama a imposé des sanctions au Venezuela. Puis, en 2017, Trump a imposé des sanctions encore plus dures et plus lourdes. À partir de ces sanctions, la production pétrolière du Venezuela a commencé à chuter de manière significative. Même après la nationalisation sous Chavez en 2007, la production pétrolière était restée très stable pendant 7 ou 8 ans. Tu vois toute cette propagande dans les médias occidentaux qui dit le socialisme a détruit le Venezuela, bla bla bla. Non, ce sont les sanctions américaines qui ont dévasté l'économie vénézuélienne, tout comme elles ont dévasté l'économie cubaine et l'économie iranienne. L'Iran n'a pas un système socialiste, mais il a subi des conséquences très similaires. Ainsi, le secteur pétrolier du Venezuela, sa production, a été ravagé, surtout parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, le pays ne pouvait pas importer la technologie, les biens d'équipement, les produits chimiques dont il avait besoin, ni le pétrole brut léger et doux nécessaire pour raffiner et traiter son propre pétrole brut très lourd et soufré. L'infrastructure pétrolière du Venezuela a commencé à se détériorer, tombant véritablement en ruine, et le pays n'a pas pu importer une grande partie de la technologie nécessaire pour moderniser, réparer et entretenir cette infrastructure pétrolière à cause de ces sanctions américaines illégales. Ainsi, naturellement, la production pétrolière du Venezuela a chuté de manière très significative. Elle s'élevait à environ 2,5 millions de barils par jour, puis elle a diminué au moment culminant de la tentative de coup d'État des États-Unis pendant le premier mandat de Trump, en 2019 et 2020. Cette production est tombée à moins d'1 million de barils par jour. Au cours des dernières années, elle s'est légèrement redressée et dépasse désormais un peu le million de barils par jour. Donc vous voyez, dans une telle situation, vous êtes assiégé, vous n'avez pas l'infrastructure nécessaire, vous n'avez pas le pétrole brut léger dont vous avez besoin pour raffiner votre pétrole. Vous êtes assiégé. Vous devez faire certaines concessions pour essayer d'obtenir la levée de certaines sanctions. En somme, ce que Delcy a fait avec l'administration Trump, c'est conclure un accord selon lequel le Venezuela vendra du pétrole. Trump parle de 30 à 50 millions de barils de pétrole. C'est à peu près 30 à 50 jours de production pétrolière du Venezuela. Mais les États-Unis n'obtiennent pas cela gratuitement. Si vous lisez réellement, ou comme je l'ai montré dans ma vidéo, si vous regardez le texte du décret de Trump et le communiqué de presse du département de l'énergie à propos de cet accord, et si vous examinez le langage utilisé par PDVSA, la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, ils ont clairement indiqué qu'ils ne donnaient pas ce pétrole, ils le vendent. Et oui, le gouvernement américain, parce que le Venezuela est contraint de conclure cet accord sous la menace, contrôle effectivement cet argent. Mais il s'agit en réalité de l'argent provenant du pétrole que le Venezuela a vendu aux États-Unis. Et en échange, ils reconnaissent qu'ils obtiennent en quelque sorte un allègement des sanctions.
Or, le département de l'énergie de Trump n'a pas utilisé le terme « allègement des sanctions », mais il s'agit en réalité d'un allègement de sanctions de facto, car on peut se demander qu'obtient le Venezuela en échange de cet argent. Les États-Unis vendent au Venezuela du matériel pétrolier pour réparer et moderniser son infrastructure pétrolière, ainsi que du pétrole brut léger et des produits chimiques comme le NAFTA afin de raffiner son pétrole. En somme, ce que nous voyons ici, c'est que Trump ne veut pas admettre publiquement qu'il accepte un allègement des sanctions, car c'est bien de cela qu'il s'agit. À la place, il dit « Nous prenons le pétrole du Venezuela ». Mais en réalité, ce à quoi Delcy a consenti, c'est à vendre une partie du pétrole vénézuélien et à permettre à certaines entreprises américaines d'investir au Venezuela, car à ce stade, il leur faut augmenter la production pétrolière. C'est donc une concession qu'ils font. Mais en réalité, Maduro a également fait cette concession lorsqu'il a permis à Chevron, sous l'administration Biden, d'entrer au Venezuela pour augmenter la production de pétrole. Car du point de vue du Venezuela, c'est comme dire « Regardez, nous produisons environ 1 million de barils par jour et nous pourrions potentiellement revenir au niveau d'avant les sanctions, 2,5 millions potentiellement. Mais nous avons besoin de plusieurs milliards de dollars d'investissement et de technologie que nous n'avons pas à cause des sanctions. Nous devons faire lever ces sanctions pour pouvoir fonctionner efficacement. » Maduro a donc conclu un accord avec l'administration Biden qui équivalait à un léger assouplissement des sanctions. Biden n'a toujours pas levé la plupart des sanctions, mais il a permis un certain allègement. Et cela a aidé le Venezuela à augmenter sa production de pétrole. Puis Trump est arrivé et a annulé cet accord avec Chevron. Quelques mois plus tard, c'était en février, puis en juillet, Trump a de nouveau autorisé Chevron à intervenir. C'était sous Maduro. Donc en gros, l'accord conclu maintenant sous Delcy est très similaire à celui conclu entre Maduro et le gouvernement américain, permettant à Chevron d'intervenir. En somme, ils font la même chose. Et Delcy fait cela en échange des États-Unis, avec l'argent que le Venezuela obtient de la vente aux États-Unis. Car les États-Unis maintiennent encore des sanctions contre le Venezuela et n'autorisent pas le gouvernement vénézuélien à utiliser le système financier dominé par les États-Unis. Tu sais, les États-Unis dominent encore le système financier mondial. La Chine et la Russie créent des alternatives, et la Chine achetait 80% du pétrole du Venezuela. Mais malgré tout, le Venezuela est exclu d'une grande partie du système financier international. Alors Trump dit maintenant que nous contrôlons cet argent, mais en réalité, cet argent sert à payer des choses. Et puis Trump a aussi dit que le Venezuela n'achète que des produits américains chez nous. Tu vois, Trump veut plaire à sa base MAGA et tout ça. Il dit qu'on prend leur pétrole, mais en fait, ce qui se passe, c'est du commerce. Il ne l'appelle simplement pas comme ça. Le Venezuela exporte son pétrole vers les États-Unis. Il autorise les entreprises américaines à investir et à aider à réparer son infrastructure pétrolière afin de pouvoir exporter ce pétrole. Les États-Unis achètent le pétrole et l'argent est versé sur un compte administré par les États-Unis, mais il appartient au gouvernement vénézuélien. Ensuite, les États-Unis utilisent cet argent pour acheter des biens américains, équipements, pétrole brut léger et NAFTA, qui sont ensuite exportés vers le Venezuela. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? C'est un allègement temporaire des sanctions. Delcy n'a pas abandonné son pays, ni la révolution bolivarienne. Elle a été contrainte de faire cette concession aux États-Unis afin d'avoir une industrie pétrolière plus fonctionnelle, dont le gouvernement vénézuélien a besoin pour financer les programmes sociaux, les soins de santé, l'éducation et le logement public. Au cours des 2 dernières décennies, sous la révolution bolivarienne, le gouvernement vénézuélien a construit plus de 5 millions de logements pour les Vénézuéliens pauvres
est issu de la classe ouvrière. Le gouvernement a besoin des revenus pétroliers pour financer tout cela, et il doit réparer l'infrastructure pétrolière afin d'obtenir ces revenus. C'est donc avant tout une question de pragmatisme politique. Ce que fait Delcy, c'est essentiellement ce que Maduro faisait déjà auparavant. Trump veut convaincre les gens qu'il dirige prétendument le Venezuela. Mais, petite mise au point, il ne dirige pas le Venezuela. Je pense que les États-Unis croyaient que lorsqu'ils ont tenté d'enlever Maduro, le gouvernement vénézuélien s'effondrerait probablement. Et toute cette idée, ce récit selon lequel Delcy ne fait que ce que nous voulons, c'est leur manière de sauver la face, parce que Trump ne veut pas maintenir une occupation militaire. Il veut ça. Nous en avons parlé plus tôt. Trump veut bombarder un pays rapidement, renverser son gouvernement, provoquer un changement de régime, puis simplement le laisser s'effondrer et faire n'importe quoi. Trump ne veut pas envoyer des milliers de soldats et s'enliser dans ces guerres sans fin. Il a vu à quel point cela avait été désastreux en Irak et en Afghanistan. La stratégie de Trump consiste simplement à les bombarder massivement, à renverser leurs dirigeants. Et, tu sais, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au Venezuela. Et je pense qu'ils ont vraiment cru à leur propre propagande. Ils pensaient que le Venezuela était une soi-disant dictature et qu'il suffisait d'éliminer Maduro pour que le gouvernement s'effondre. Mais évidemment, cela ne s'est pas produit. Alors maintenant, Trump dit, « Eh bien, tu sais, nous contrôlons le Venezuela et nous contrôlons son pétrole. » Mais c'est pas ce qui se passe.